Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Froid glacial dans l'Est, neige et verglas dans le Nord et l'Ouest. 51 départements sont placés en vigilance orange. Prudence dans le Nord-Pas-de-Calais où la neige perturbe la circulation. Les difficultés ont été très importantes la nuit dernière sur l'autoroute A25 où plusieurs poids lourds ont été bloqués. Par ailleurs, avec des températures très largement négatives, il est recommandé aux personnes vulnérables d'éviter de sortir. 2 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sont mortes victimes d'hypothermie ces derniers jours, dont une à Toulouse. Et face à cette vague de froid, l'armée met à disposition des places d'hébergement dans ces casernes de la région parisienne, comme ici au fort de Nogent dans le Val-de-Marne. Ambiance toute militaire à l'entrée du fort de Nogent. Ici, depuis le 21 novembre, la Légion étrangère a mis à disposition un bâtiment pour que l'armée du salut accueille 160 civils sans abri. Stéphane est l'un de ces naufragés de la vie, 10 années passées dans la rue malgré son BTS en hôtellerie. La différence avec les autres foyers, c'est qu'ici on peut rester la journée. Et ça c'est beaucoup plus, c'est très important. Comme ça on peut avoir des suivis sociaux, le fait qu'on ait des travailleurs sociaux qui sont ici. Devant l'éducatrice spécialisée, Stéphane tente de clarifier sa situation administrative. Son objectif est d'abord de pouvoir obtenir une simple paire de lunettes. C'est le papier de la Sécu en disant qu'on voit que j'ai mes droits que j'ai pas. Et en attendant, ils vont pas vous donner vos lunettes à cause de ça. Voilà, tant qu'ils n'ont pas le papier, tant qu'il n'y a pas l'accord au niveau de la Sécu. Ici, on a 5 mois, on est dans un système d'urgence qui fait qu'on bat à l'essentiel, c'est-à-dire ouverture des droits, c'est-à-dire soins, c'est-à-dire maison, quelque chose pour mettre les gens à l'abri d'abord et après essayer d'un peu démêler leur vie pour qu'on puisse avoir un ailleurs. Nadia, elle, nous amène au 2e étage. 6 personnes partagent sa chambre, en toute sécurité. Comment c'est ici? Vous avez eu peur ici? Non, ça va. C'est avant, j'ai peur. Un peu, parce que c'est très loin, un petit peu plus. Mais après, comme d'habitude, maintenant, comme la famille. Le fait d'être dans un fort militaire amène aux gens, et à nous aussi, une sécurité. Et on a énormément de gens qui souhaitent, d'une année sur l'autre, hélas, parce que leur situation n'a pas pu évoluer mais favorablement, qui souhaitent revenir ici. En région parisienne, l'armée a ouvert 576 places dans le cadre du plan Grand Froid et en solidarité avec les sans-abri. Cette vague de froid insoutenable pour les plus démunis donne en revanche le sourire aux commerçants, car quand le mercure dégringole, les ventes de vêtements chauds flambent. À Bordeaux, par exemple, les soldes sont relancés. Ambiance glaciale dans les rues de Bordeaux cet après-midi. Quand le mercure dégringole, les clients vont à l'essentiel. J'ai acheté des guêtres quand même parce qu'il fait assez froid. Le froid qui relance les soldes, c'est bon pour le moral des commerçants. Ça peut rattraper les ventes que l'on n'a pas fait début janvier et on compte sur ça parce que ce serait dommage de mettre tous les articles en réserve. Donc voilà, et on va finir en plus par la braderie en espérant que le froid continue encore la semaine prochaine. Ces températures négatives font chauffer la carte bleue. Le froid, grand allié des boutiques de prêt-à-porter. Le froid arrive, toc, on achète un manteau, une doudoune, une pelisse, une pour retourner. Les petites fourrures sont descendues à des prix tout à fait raisonnables, même très très raisonnables, ce qui a fait qu'elles ont fait des affaires. Des vêtements chauds à prix cassé. Une aubaine pour les clients qui veulent affronter l'hiver glacial, même s'ils n'ont plus vraiment l'embarras du choix. Voilà, je crois qu'ils ont été dévalisés et puis on arrive trop tard. Jusqu'à maintenant, c'est dur. On n'a pas trouvé grand-chose. Elle est très difficile. Il reste plus grand-chose. On a passé 3/4 d'heure devant un manteau et elle n'a pas acheté. Donc voilà, il faut patienter jusqu'à ce qu'elle soit un peu fatiguée pour qu'on rentre à la maison. Allez, courage, la collection printemps-été 2012 attendra elle aussi. Priorité aux soldes d'hiver, des rabais à l'affiche jusqu'au 14 février. Les commerçants sont donc ravis, tout comme les amateurs de beaux paysages. Des images de cartes postales qui n'ont rien d'exceptionnel pour les historiens. Des hivers rigoureux, il y en a eu d'autres. En Alsace, les années 1929 et 1956 sont par exemple restées dans les annales. Paysage d'hiver, images gelées, le froid est contraignant, mais il est aussi artistiquement beau. Les lacs des parcs se solidifient sur les bords, les tracteurs peinent sur les coteaux. -10 et des températures ressenties allant jusqu'à -18. On avait sans doute oublié que c'était l'hiver. Mais les historiens et météorologues n'ont pas la mémoire courte.
au XXe siècle. Il y eut de longues périodes très froides, notamment en 1956. Février 1956 est d'ailleurs le mois de février le plus froid que l'on ait dans cette base de données climatologique, puisqu'on a des records de température minimale et la température moyenne sur tout le mois de février 1956 est de moins 14 degrés. Le 10 février 1956, on atteignait moins 22,2 à Ensheim, le record cette année-là. Il y eut aussi des hivers froids dans les années 60. En témoignent ces briseurs de glace à main nue sur le canal d'Alsace. Mais déjà, en février 1929, on enregistrait moins 22,3, toujours à Ensheim. De ces années 20, les archives de la ville de Strasbourg possèdent quelques photos. Mais l'album le plus riche est celui de 1940. Cette année-là, Strasbourg avait été évacué en septembre 1939. Du coup, Strasbourg est une ville vide, une ville qui avait été préparée au bombardement, mais pas forcément au froid. Il y a notamment un cliché qui en témoigne bien, puisqu'à l'hôpital, on avait oublié de purger les radiateurs, et donc du coup, n'étant pas en chauffe, ces mêmes radiateurs ont explosé. Les radiateurs explosent, Strasbourg est vide, cela jette un froid. Les caméras des années 60, elles, ont pitié pour les cygnes. Cette famille en a recueilli un, par temps froid, et cela réchauffe les cœurs. Alors que le site de l'Eujabie d'Issingeaux en Haute-Loire vient d'être sauvé par le groupe LVMH, l'avenir de l'usine de Rieux-la-Pape dans le Rhône reste incertain. Ici, la reprise par un consortium mené par Alain Prost provoque beaucoup d'amertume. 150 salariés sur 197 vont être licenciés. Il y a 2 ans. Chez l'Eujabie, il n'y a pas qu'Issingeaux. Il y a les 3 sites qui ont fermé avec des salariés qui n'ont pas retrouvé d'emploi, et puis il y a les salariés de Rieux qui vont être licenciés. Et cela, il faut quand même qu'on trouve des solutions pour ces salariés. Il faut que tout le monde puisse retrouver un emploi. Les lettres de licenciement doivent arriver mardi prochain. Le Conseil régional de Rhône-Alpes demande toutefois un report, le temps de trouver une solution comme cela a été fait à Issingeaux. Net Cacao va à nouveau fabriquer du chocolat à l'entreprise de Saint-Menet à un repreneur, c'est le groupe russe ICC. C'est le tribunal de commerce de Marseille qui l'a annoncé. Une bonne nouvelle pour les salariés qui préfèrent rester vigilants. Alors moi j'étais à la boutique, donc j'avais encore un statut à part, donc je sais pas du tout. On verra bien. Mais déjà si les autres sont repris, c'est déjà très bien qu'il y ait une partie qui reparte. Je pense qu'on va recruter d'abord le service technique, puis après tout le reste. Et même si je suis pris en dernier, l'essentiel c'est que je sois pris. Le nouveau repreneur a d'ores et déjà annoncé vouloir rebaptiser la société la chocolaterie de Saint-Menet. Alstom et son partenaire russe Rosatom, réunis au sein d'une co-entreprise, viennent de décrocher un contrat de 875 millions d'euros. Il s'agit d'une commande pour équiper une centrale nucléaire en projet à Kaliningrad. Ça positionne Alstom sur le marché russe pour la première fois comme le premier industriel occidental à se positionner sur le marché nucléaire, avec notre partenaire Rosatom. Donc par conséquent, on se positionne de manière dominante sur le marché, qui confirme la pertinence de notre stratégie en Russie. Cette commande fera travailler 100 personnes en France, dont la moitié sur le site de Belfort, mais la majorité des équipements sera produite en Russie. À présent, l'histoire incroyable des enfants de la commune de Limalonge dans les Deux-Sèvres. Lors de la fête de l'école en juin dernier, ils ont effectué un lâcher de ballon. Quelques mois plus tard, un pêcheur thaïlandais vient de leur envoyer une carte postale. I was riding an elephant on the beach. Je me promenais à dos d'éléphant sur la plage et j'ai trouvé un ballon ainsi que l'adresse de votre école. Je vis à Siam, en Thaïlande, sur l'île de Payam, dans la province de Ramong. Cette carte postale, les enfants de Limalonge l'ont reçue il y a 15 jours. Elle a été envoyée par un pêcheur thaïlandais qui a retrouvé la carte d'un ballon de baudruche envoyé en juin dernier par les élèves lors de la fête de l'école. Je ne sais pas si le ballon est tombé dans l'eau à un moment donné, peut-être arrivé ensuite sur la plage. Mais c'est clair que si on n'avait pas plastifié les étiquettes, je crois qu'on n'aurait pas retrouvé ce ballon et on n'aurait pas eu cette carte postale. En quelques mois, le ballon a ainsi parcouru plus de 14 000 km entre les Deux-Sèvres et la province de Ramong en Thaïlande. Un voyage extraordinaire pour ces élèves de primaire qui se posent aujourd'hui beaucoup de questions sur ce mystérieux Thaïlandais qui n'a pas laissé ses coordonnées. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur ce monsieur? Qu'il habite en Thaïlande. Qu'il habite en Thaïlande. Sur la plage de Payam. Sur l'île de Payam.
Est-ce que c'est un pêcheur? Et on sait que c'est un pêcheur. Et voilà, il possède un bateau. On va essayer de prendre contact en Thaïlande avec l'ambassade française. On va écrire des courriers. On va essayer de voir aussi comment est organisée l'île de Payam et la province de Ramong. Essayer de prendre contact avec des personnes un peu placées comme un maire de village par exemple. À l'école de Limalonge, la Thaïlande fait maintenant partie du programme scolaire, une parenthèse pour ces élèves qui ont ainsi pu s'évader et enrichir leur imaginaire. Le tournoi destination débute aujourd'hui. Pour le 15 tricolore, ce sera au Stade de France face à l'Italie. Une équipe réputée facile, mais qui en mars 2011 avait battu la France d'un petit point 22-21 à Rome. Depuis, l'équipe de France a changé d'entraîneur. Nourri à la mamelle des clubs britanniques, d'abord Gloucester et ensuite Sale, avec qui il est devenu champion d'Angleterre en 2006, à 44 ans, Philippe Saint-André est un pragmatique. Là où ses prédécesseurs parlaient de jeu, lui se méfie beaucoup de ce match d'ouverture contre l'Italie. Ils viennent ici avec aucune pression, ils ont rien à perdre. Donc à nous de bien préparer ce match. Et après, voilà, c'est le contenu des 80 minutes qui vont être importants. Reconduit dans sa quasi-totalité et fort de son statut de vice-champion du monde, le Pack tricolore sera chargé d'assurer la continuité de l'histoire. Placé, allez, 10 secondes, on tient bien. En conquête bien sûr, mais aussi dans sa capacité à casser la ligne avec des joueurs puissants comme Vincent Debatty, le seul nouveau devant, et un Louis Picamol très affûté. J'essaie d'enchaîner les matchs avec un peu plus de constance dans mes prestations et ça, je pense que je le dois aussi au travail en club, au travail physique, à cette préparation de Coupe du Monde qui nous a permis vraiment d'être bien physiquement. Ancien 3/4 de l'ASM, PSA, Philippe Saint-André a fait appel pour l'animation à un trio clermontois. Au centre, Aurélien Rougerie couvra le jeune espoir Wesley Fofana, le seul novice du 15 de France. Enfin, Julien Malzieu amènera lui plus de muscles sur son aile. C'est quand même ma première sélection, donc si j'avais pas de pression, ce serait dangereux, mais ouais, que le fait qu'Aurélien soit là, je pense que c'est un gros plus pour moi. Et j'ai pas envie de voir des joueurs timides, j'ai envie de voir des joueurs qui jouent sans frein à main. Autrement dit, les héros d'Auckland doivent afficher leur nouvelle crédibilité internationale et prendre leur revanche de la saison passée. La squadra Azzurra est prévenue, les Bleus sont gonflés à bloc. Lancée le 31 janvier dernier au Palais des Sports, la comédie musicale Adam et Ève est à Paris jusqu'au 18 février, avant de partir sillonner les routes de France. Près de 30 dates sont prévues d'ici fin 2012. Une histoire biblique revisitée par Pascal Obispo. C'est pas du tout un spectacle musical fleur bleue. Si vraiment vous croyez que c'est ça, il faut venir voir le spectacle parce qu'on est vraiment pas du tout là. Mais peut-être que l'affiche induit en erreur un petit peu. Alors il va falloir qu'on change l'affiche. L'histoire d'Adam et Ève revisitée. Une allégorie dans laquelle deux univers se confrontent. D'un côté se trouve le Jardin d'Éden, avec sa communauté cosmopolite et rebelle prête à renverser le système. De l'autre, un monde obscur, raciste et violent. Le contraste d'un combat pour la vie, stylisé jusque dans les chorégraphies. Dans la vraie vie, on se bat tous les jours pour que les choses s'améliorent. C'était donc naturel pour moi d'intégrer des notions de combat dans la danse. On ne vit pas dans un monde parfait. Autre parti pris, celui d'un amour glamour et sensuel. Pascal Obispo croque ici le fruit défendu et utilise la pole dance comme exhausteur de saveur. On a donc des accros sur la barre, ce qui est assez douloureux, ce qui fait que les jambes changent de couleur rapidement. Depuis 2 mois, on a les jambes bleues. Adam et Ève moins guimauve que dans la Genèse, un combat pour l'amour et plus si affinité. Tout de suite, votre édition des initiatives.